Je suis Nicolas Michelet, en postdoctorat à France Énergie Marine et je vais vous présenter les résultats de la modélisation effectuée sur le site de Courseulles-sur-Mer. Sur le site de Courseulles-sur-Mer en particulier. Donc, on commence. Donc, sur ce site-là, je vais vous présenter d'abord la configuration du modèle. Assez rapidement, on a modélisé sur la zone de le parc de Courseulles-sur-Mer, on a modélisé la baie de Seine et qui s'étend un petit peu plus vers le nord, que vous pouvez voir ici. Rapidement, au niveau des données d'entrée, on a de la bathymétrie issue de la base de données du CHOM, MNT Atlantique. On a pris en compte 13 harmoniques de marée dans la zone, des forçages atmosphériques issus du modèle Arpège de Météo France qui prennent en compte le vent et certains flux thermiques, et également les débits journaliers de 9 fleuves et rivières. Notamment, vous pouvez voir la Seine qui est dessinée sur la droite de l'image. Au niveau de la validation que je vais vous présenter tout de suite, on a pris en compte des données issues de 2 marégraphes. Donc ici, le point T1, le marégraphe au port du Havre, et au point T2, ici, un marégraphe situé à l'embouchure de la Seine. Et on a également validé le modèle avec des comparaisons de température et de salinité effectuées par la bouée SMILE déployée au sud de la baie de Seine, pas très loin du parc. Malheureusement, étant donné le manque de données, on n'a pas pu valider la dispersion des métaux relargués par les anodes dans la zone. Et donc, c'est une simulation qui a été effectuée sur 5 ans, de l'année 2013 à 2017 comprise. Pour vous présenter un peu comment a été pris en compte les relargages des métaux, ici vous pouvez voir la zone du parc de Courseulles avec les 75 positions correspondant aux éoliennes initialement prévues dans la zone. Et donc dans le modèle, on a pris en compte la composition que Naïs vous a présentée d'anodes avec 94% d'aluminium, 5,75% de zinc et les autres métaux à l'état de trace. Et donc à chaque pas de temps du modèle, c'est-à-dire 30 secondes, en chaque position des éoliennes sera relarguée cette quantité de métaux et donc diluée dans chaque cellule correspondant à ces positions. Donc par exemple pour l'aluminium, on relarguera 455 mg toutes les 30 secondes, ce qui correspond à la détérioration des anodes dans la zone. Rapidement, pour vous présenter un petit peu la validation du modèle, ici sur la gauche, vous avez la comparaison de l'élévation de la surface libre avec les 2 marégraphes. En haut, le port du Havre et en bas, la balise A, donc, qui est située à l'embouchure de la Seine. Donc, vous pouvez voir une très bonne cohérence entre le modèle en bleu et les mesures en noir. Et sur la droite, vous avez la comparaison des ellipses de courant du modèle de Croco, donc notre modèle, avec le modèle marque de l'Ifremer sur la même zone, donc pour 2 coefficients de marée. Et vous voyez également une très bonne cohérence entre les 2 modèles, donc une bonne représentation de l'hydrodynamique dans la zone. Également, puisque les gradients de densité peuvent être importants sur la dispersion de ces métaux, on a comparé avec les données de la bouée SMILE les variations de température sur 3 ans. Donc ici, vous avez en noir chaque point qui correspond à une mesure de la bouée et en rouge la variation de température estimée par le modèle Croco. Donc vous pouvez voir que sur les 3 années, on est très cohérent avec ces mesures-là. Et également, on a comparé sur une année cette fois la variation de la salinité dans la zone qui, malgré le manque de précipitations, par exemple dans le modèle qui peut expliquer certaines différences, reste très cohérent avec les mesures qui ont été effectuées dans la zone. Maintenant, je vais vous présenter une petite vidéo qui vous montrera un petit peu comment se dispersent les métaux à partir du parc. Donc, juste avant que je la lance, je vous précise, le parc est dans cette zone-là. Et donc, au début, vous allez voir les métaux qui vont commencer à se relarguer à partir de la zone du parc. Donc, on voit ce mouvement de va-et-vient vers l'ouest et vers l'est qui est très caractéristique de la marée. Et on voit également certaines variations très rapides qui peuvent être dues à certaines rafales de vent sur la zone. Cette vidéo vous montre la dispersion sur l'année 2013, donc pas sur seulement la première année. Et on voit une tendance qui est très cohérente avec les courants résiduels de la zone
que les métaux partent vers le sud-ouest, longent la côte et repartent, sortent de la baie de Seine en passant par la frontière ouest. Sachant, je précise, dans le modèle, on a considéré que tous les métaux qui passaient par cette frontière ouest étaient supprimés du modèle, puisque d'après ce qu'on a pu voir dans la littérature, une fois qu'ils passeront par cette frontière, ils seront relargués dans la Manche et ne reviendront plus dans la zone. C'est pour ça qu'on a pris en compte ceci. Donc, si on regarde dans cette zone la valeur médiane de concentration d'aluminium en chaque point, on va pouvoir voir cette tendance justement, donc avec des concentrations un petit peu plus fortes qui partent vers le sud-ouest du parc. Donc vous avez la zone du parc qui est dessinée ici, et donc qui vont remonter et sortir de la zone. On va bien sûr la comparer aux deux PNEC que vous a présenté Naïs juste avant. Donc la PNEC de Crénétol de 0,005 microgrammes par litre et également celle de Gonding et al. De 24 microgrammes par litre. Premièrement, je précise dès le début, cette deuxième PNEC de 24 microgrammes par litre n'est jamais dépassée, quelles que soient les conditions dans la zone. Donc déjà, on peut l'écarter directement, puisque celle-ci ne sera jamais atteinte, quelle que soit l'année, le jour qu'on prendra en compte. Je précise également, important, ici, on prend en compte seulement le relargage des anodes. Il n'y a aucune concentration initiale qui est prise en compte dans le domaine pour l'instant. Ça, ce sera pour l'analyse de risque après. Donc ici, les valeurs médianes vous montrent que sur l'ensemble de la baie de Seine, on a la PNEC de 0,005 qui est dépassée, donc sur l'ensemble de la zone, avec des valeurs bien évidemment plus fortes au niveau du parc. Mais on va regarder un petit peu plus en détail comment évoluent ces concentrations au niveau de ces 4 points, pardon. Donc les points P1, 2, 3 qui se situent autour du parc et le point P4 qui se situe à l'entrée de la BDV ici. Première précision, au niveau de ces 4 points, ici vous avez la variation de la concentration d'aluminium selon la colonne d'eau, le long de la colonne d'eau. Et vous pouvez voir que, quels que soient les 4 points, on a une concentration qui est très constante le long de la colonne d'eau, voire au niveau du point P2, légèrement supérieur au niveau du fond. Donc ça, juste pour vous dire que malgré le fait qu'on ait une simulation qui est en 3D, on va regarder que ce qui se passe au niveau du fond, puisque c'est là où sont positionnés les anodes sur les piliers, donc plutôt proche du fond. Et donc on va considérer le pire cas possible, bien que vous voyez que les concentrations sont très constantes le long de la colonne d'eau, notamment dû à une faible profondeur dans la zone. Donc on va regarder ce qui se passe au niveau du fond. Maintenant, si on regarde la variation de la concentration le long sur les 4 points pendant ces 5 années, vous pouvez voir ici au niveau des points P1, 2 et 3, qui sont très proches du parc, on a des variations qui sont très rapides, avec bien sûr des valeurs médianes qui sont un peu plus hautes que le point P4 qui est situé beaucoup plus loin du parc. Mais vous pouvez voir qu'il peut y avoir une certaine influence du vent, par exemple, avec des pics de température qui apparaissent, des pics qui peuvent durer 10, 20 jours, donc qui sont assez rapides, étant donné la période temporelle que l'on a pris en compte. Si on regarde un petit peu plus précisément au niveau du point P1, donc ces pics, on peut voir, on peut justement voir que ces pics apparaissent au niveau de ce diagramme qui représente la probabilité d'apparition des fortes concentrations. Donc, vous pouvez voir au niveau de la valeur médiane, on a une très forte probabilité, mais à mesure que l'on regarde les valeurs plus fortes, ça décroît très très rapidement. Au niveau du point P2, on a globalement une valeur médiane qui est plus importante puisqu'elle se situe un peu plus proche des points sources. Et donc, ça se remarque au niveau de ce diagramme ici avec bien évidemment toujours une forte probabilité au niveau de la valeur médiane, mais des probabilités qui décroissent à mesure qu'on regarde des valeurs faibles. Donc, ça nous montre que sur cette zone-là, la concentration d'aluminium se restera toujours à une certaine valeur. Mais par contre, il peut y avoir des variabilités très rapides et donc on voit des probabilités assez faibles ici. Au niveau du point P3, sans trop de surprise, on voit à peu près la même chose qu'au niveau du point P1, puisqu'il se situe de l'autre côté. Au niveau de l'entrée de la BDV, on a des variations qui sont beaucoup plus lentes, comme vous pouvez le voir, avec certaines périodes, comme ici au début de cette 3e année, on a quasiment tout un trimestre où la concentration d'aluminium est nulle,
donc vraiment égal à 0, et des variations qui sont beaucoup plus lentes, étant donné qu'on est beaucoup plus loin des points sources. Et ça se remarque bien sur ce diagramme, parce qu'on voit ici une probabilité, enfin un nombre de jours où la concentration est nulle d'à peu près 180 sur les 5 années, donc ce qui représente quasiment une demi-année quand même, ce qui n'est pas rien. Ensuite, on a regardé au niveau de ces 4 points différentes expositions. On a regardé une exposition d'abord courte, donc c'est-à-dire qu'on a considéré 2 jours consécutifs et on a regardé quelle était la concentration maximale qu'on pouvait attendre sur 2 jours consécutifs. Et on a regardé aussi pour une exposition longue, où là on a regardé sur 2 semaines. Pourquoi on a fait ça? Pour vraiment voir quelles différentes expositions peuvent être soumises les espèces qui passent dans la zone. Donc, bien évidemment, avec une exposition courte, on a des valeurs qui sont plus importantes, comme vous pouvez le voir sur ces diagrammes qui représentent les concentrations maximales atteintes sur différentes expositions. Donc ici, vous avez 2 jours, 4 jours, etc. Ça va même jusqu'à 1 an, pour vous montrer un petit peu. Donc, on a regardé à ce niveau-là. Au niveau du point P2, comme on a pu le voir avant, on a des concentrations qui sont très importantes, à peu près 1 microgramme par litre pour 2 jours consécutifs, qui décroît très rapidement pour 2 semaines consécutives. Au niveau des points P1 et P3, on a à peu près le même comportement avec une valeur très similaire pour une exposition courte et également pour une exposition longue. Et comme l'a montré le diagramme avant, au niveau de l'entrée de la BDV, on a une exposition courte et longue qui sont très proches l'une de l'autre, avec 0,44 microgrammes par litre pour 2 jours et 0,33 pour 2 semaines. Bon, bien sûr, toutes ces valeurs, ça peut être un petit peu obscur pour certains d'entre nous. Donc, on a essayé de remettre un petit peu dans le contexte avant de passer à l'analyse de risque. Donc, pour vous remettre un peu dans le contexte, ici, je vous ai remis les valeurs qu'on a pu voir. On a cherché dans la littérature quelques données dans la zone, et en particulier, on a trouvé des concentrations d'aluminium mesurées dans l'estuaire de la Seine par Gabel et al. En 2012, où ils ont fait plusieurs mesures et ont trouvé un minimum de 25 microgrammes par litre et un maximum de 70 microgrammes par litre. Donc, vous voyez que déjà, par rapport à ce que relarguent les anodes, on est presque à 100 fois plus. Et Angel et al. Ont fait dans une revue, on fait une revue des différentes mesures qui ont été effectuées au niveau des eaux côtières. Par exemple, ils sont allés voir en mer du Nord, au niveau des côtes anglaises, tout ça, donc des zones assez proches de la baie de Seine. Et ils trouvent que naturellement, on a à peu près entre 0,5 et 2 microgrammes par litre d'aluminium. Donc ça, c'est ce qui est naturellement présent. Maintenant, si on s'intéresse un petit peu plus à la Seine, justement, pour voir un petit peu quelle est l'influence de la Seine au niveau de la contamination de l'aluminium dans la zone, on a effectué 2 simulations. Une simulation intégrant un relargage constant d'une concentration de 25 microgrammes par litre par la Seine. Donc ici, vous pouvez voir la mesure de Gabel et al. Donc on considère que la Seine relargue une concentration constante de 25 microgrammes par litre, et on a fait une deuxième en considérant un relargage constant de 70 microgrammes par litre. Et au niveau de la zone du parc, vous pouvez voir que comparé à la valeur maximale induite par les anodes, qui, je rappelle, est de 1 microgramme par litre, le relargage de la Seine représente à peu près 2 à 10 fois plus au niveau de la concentration d'aluminium. Vous voyez ici, ça atteint à peu près 2 à voire 4 microgrammes par litre, et ici on est plutôt aux alentours de 10 microgrammes par litre. Donc ça, c'est seulement le relargage de la Seine. Je repasse ici. Maintenant, on n'a parlé que de l'aluminium. Je vais passer très brièvement sur les autres métaux et je laisserai Naïs vous présenter ses résultats un peu plus en détail. On a regardé évidemment pour tous les métaux quelle était la concentration maximale atteinte, quelle que soit la condition hydrodynamique prise en compte, quel que soit le temps. Donc c'est vraiment le maximal possible que les anodes peuvent induire. Donc on a comparé ça avec les seuils de toxicité et mis ça en pourcentage. Donc vous pouvez voir que le pourcentage est très faible pour tous les autres métaux autres que l'aluminium. Mais je laisserai Naïs vous présenter ça un peu plus en détail. Maintenant, je vais terminer cette présentation avec 2 recommandations qui sont issues du projet Anode. La première recommandation pour les futurs packs,
serait d'effectuer un travail similaire au projet Anode, c'est-à-dire une modélisation numérique pour estimer la dispersion de ces métaux relargués par les anodes dans la zone, couplée avec une évaluation de risque qui vous sera présentée juste après. Donc, pour redécrire un peu brièvement chaque point, ce serait effectuer une modélisation sur une échelle suffisante pour étudier la dispersion des métaux. Par exemple, ici, on a regardé le site de Courseulles-sur-Mer. Donc, il est recommandé de voir au moins la baie de Seine pour vraiment voir l'impact à grande échelle. Intégrer un maximum de forçage, histoire de se rapprocher de la réalité au maximum. Ici, on a pu voir que j'ai intégré la marée, le vent, les flux thermiques et les débits des fleuves et rivières. Mais par exemple, il serait intéressant d'intégrer les vagues pour certains sites, comme par exemple en Méditerranée, les vagues peuvent avoir une certaine importance sur le mélange vertical. Et donc, ce serait intéressant de l'intégrer. Bien sûr, toujours une validation hydrodynamique à partir de mesures in situ ou de données satellitaires. La modélisation devrait s'effectuer sur plusieurs années. Donc, il faudrait prendre en compte le temps de résidence des particules qui est généralement estimé dans la littérature et essayer de couvrir un maximum de scénarios hydrodynamiques possibles. Donc là, on avait considéré que pour les zones tidales comme Courseulles-sur-Mer, il faudrait faire à peu près 5 ans et que c'est suffisant pour voir quel impact peuvent avoir les anodes. Donc, pas besoin d'aller jusqu'à 25 ans de simulation, ce ne sera pas spécialement nécessaire. Quelque chose qui n'a pas été fait dans le projet, étant donné le manque de données, ce serait de valider le relargage issu des anodes avec des mesures in situ. Donc, on verra juste après ce qui est recommandé de faire. Et bien sûr, de coupler avec l'analyse de risque, donc en comparant les différentes expositions avec les seuils existants. En parlant justement de la validation avec des mesures in situ, une deuxième recommandation qui est faite est de coupler à la fois des mesures ponctuelles dans la colonne d'eau, donc de la fraction dissoute des métaux, avec des mesures in situ utilisant la méthode DGT. Donc, ici, je vous décris assez brièvement un protocole qui a été rédigé par un de nos collègues de l'IFREMER, Jean-Louis Gonzalez, qui a travaillé sur le projet Anode. Il est recommandé d'utiliser cette méthode des DGT, donc Diffusive Gradient in Thin Films, de faire des immersions de 1 à 2 semaines avant l'installation du parc, 1 an après et 5 ans après. Ceci, il faudrait le faire au niveau de la surface et près du fond, et éventuellement ajouter des mesures dans la colonne sédimentaire, si possible, bien évidemment, et effectuer cela près d'une fondation et en dehors de la zone potentielle d'action du relargage des anodes, pour avoir une certaine référence. Donc, je précise, c'est une méthode qui a été ou sera appliquée sur le site de Fécamp, puisque ça a été rédigé pour ce site-là. Et donc, on pourra bien voir qu'est-ce que ça donne. Donc, voilà ce qui conclut ma présentation et je laisse la main pour l'analyse de risque qui va suivre.